Derrière les musées, archives, bibliothèques, champs de fouilles, monuments historiques, nous vous emmenons dans les coulisses du métier comme vous l'avez probablement rarement entendu. Bienvenue dans le podcast Art à Cœur, un podcast créé par les professionnels qui sauvegardent la culture. Chaque épisode donne la parole à un ou une conservatrice restauratrice qui nous partage sa vision du métier. Cette saison, je serai accompagnée de professionnels qui travaillent spécifiquement pour les collections publiques. On prend la place. Je m'appelle Siggy, ma spécialité c'est le support papier et je tiens une chaîne YouTube sur l'histoire de l'art et du patrimoine. Mais dans le podcast Art à Cœur, je lâche le micro dans les réserves. Sur ce, bonne écoute. Pour cet épisode du podcast, je suis accompagnée par Mathias Sotiras, qui est conservateur-restaurateur d'art graphique à Londres et plus précisément spécialiste en œuvres picturales d'Extrême-Orient. Bienvenue Mathias. Merci. Alors déjà, cette rando ce matin, compétition avec le Mont Fuji ou pas trop ? Écoute, j'ai pas encore fait le Mont Fuji, donc mais ça faisait 30 ans que je la voyais cette montagne et que j'étais jamais monté en haut. Du coup, ça a commencé à me tarauder un peu. J'imagine. Et puis ça s'est bien passé. Du coup. Bon bah top. Et puis la prochaine, ça sera Fuji du coup. Donc je te pose tes questions puisque tu vas nous expliquer que tu as un lien avec l'Extrême-Orient, dont le Japon. Donc je te propose d'échanger sur ton métier en remontant le temps. On va commencer par aujourd'hui et on terminera par tes débuts dans ce métier. Alors est-ce que tu peux te présenter, donc ta spécialité, comment, pour qui et où tu travailles, ainsi que ta journée type. Alors, donc je m'appelle Mathias Sotiras, je travaille au British Museum à Londres et je travaille dans un atelier qui est spécialisé pour la restauration des peintures asiatiques. Si on parle du plus extrême, Japon, Corée, Chine, on fait l'Asie du Sud et puis on fait aussi, enfin en l'occurrence je fais tout ce qui est Proche-Orient et aussi le Maghreb. Okay. Donc tout ce qui est lié à l'art de l'islam. Mais quand même, je me spécialise sur la restauration des peintures japonaises. C'est ce que j'avais envie de faire, c'est là-dedans que j'avais envie de me spécialiser. Et la contrepartie pour que je puisse travailler au musée, c'est que je fasse un peu la personne à tout faire. Et du coup, je fais aussi d'autres choses. Ce qui me va très bien, par ailleurs, puisque du coup, je ne fais pas une seule chose et ça me permet de pas rentrer non plus dans une monotonie un peu trop importante, on va dire. La journée type, ça dépend. Généralement, avant le Covid, là on fait un peu moins, mais avant le Covid, on va dire que la journée type, le lundi, on arrive à l'atelier et on prépare la colle d'amidon. Donc c'est un peu comme au Japon, on la prépare en début de semaine et puis après on va l'utiliser toute la semaine, éventuellement la semaine d'après parce que on utilise aussi de temps en temps on a besoin d'utiliser une colle qui est un peu moins collante, donc qui a eu le temps de vieillir pendant une semaine et demie. Donc voilà, donc c'est tous les lundis matins on commence par ça. Et puis généralement c'est regarder les emails parce qu'il y a toujours des emails qui traînent, hein. Et puis après, ça peut soit j'enchaîne directement sur du travail pratique, donc conservation, restauration d'œuvres pour une rotation de galerie, ou ça peut être un projet pour un projet personnel, donc une œuvre des collections et qui n'est pas destinée à une exposition ou à une rotation de galerie, mais qui a besoin d'être restaurée tout de même. Donc ça peut être ça peut être comment dire en français ? Dis-le en anglais si tu veux. Assessment. Assessment, t'as dit ? Un constat d'état ? Donc constat d'état. Donc ça peut être un constat d'état pour un prêt, une demande de prêt.
pour une rotation de galerie, encore une exposition, que sais-je. Voilà. Donc ça, c'est un peu la journée type. Ça sert à quoi un constat d'état du coup ? Alors le constat d'état, donc ça dépend. Si c'est une demande de prêt, on estime si l'œuvre peut partir en prêt. Donc par exemple, une demande de prêt. Un musée veut faire une exposition au sein de son établissement. Il n'a pas toutes les œuvres nécessaires, donc il va demander à d'autres institutions ou collectionneurs privés les œuvres qu'il possède pour agrémenter le corpus pour l'exposition. Et donc nous, on reçoit une demande et le travail du conservateur-restaurateur, ça va être de voir si l'œuvre déjà peut partir en prêt, parce que ça peut être un prêt national, ça peut être un prêt à l'international, donc il y a toutes les problématiques de transport. Donc, est-ce que l'œuvre est en bonne condition déjà pour partir en prêt? Parce qu'on a des œuvres qui sont en très mauvais état. Les demandeurs ont uniquement vu une photo sur le site internet. C'est pas forcément en accord avec l'état actuel de l'œuvre. Et du coup, on peut se retrouver avec 300 heures de travail qui sont à la charge du demandeur. Voilà. Donc du coup, c'est ça, c'est voir si l'œuvre peut être prêtée, dans quel état elle est, est-ce qu'elle a besoin de beaucoup de travail de notre part ou pas. Et en fonction de ça, c'est accepté au niveau du musée. Et puis après, est-ce que le demandeur est d'accord de payer ou pas. Voilà. Et donc on se renvoie la balle un peu jusqu'à ce que il y ait un accord de trouver. Et du coup, quand l'accord est trouvé, on nous prévient. Et on travaille sur l'œuvre et on la prépare pour la livraison. Et ça protège aussi au retour, quoi. J'imagine que t'es une trace visuelle de l'état où c'est envoyé. Oui, alors ça, en l'occurrence, au musée, c'est fait par les régisseurs, quoi, ce qu'on appelle les régisseurs en France, qui, de toute façon, dans chaque institution, ont une dénomination différente. Donc nous, c'est les collection managers. Donc c'est eux qui gèrent les collections par département. Ils vont prendre des photos de l'état, et parce que c'est eux qui vont emballer, qui vont protéger les œuvres, qui vont les mettre dans les caisses de transport. Et donc c'est eux qui sont les derniers garants du musée à voir l'objet avant qu'il ne soit mis dans une caisse de transport et récupéré par la compagnie qui les transporte. Et c'est généralement, on envoie tout le temps quelqu'un du musée avec les œuvres et pour qu'il les installe. Tu as précisé que tu travailles au British Museum et je pense qu'on se rend pas forcément compte que des gros musées comme ça, qui serait l'équivalent en France, j'imagine, du Louvre, oui. T'imagines pas qu'il y a des œuvres, tu vois, en mauvais état qu'il faut restaurer carrément avant d'envoyer en expo, qui soient pas présentables. Oui, bien sûr. Oui. C'est un peu comme le Louvre, c'est-à-dire que c'est 1 ou 2% des œuvres qui sont visibles dans les galeries et tout le reste est en réserve. Et le truc, c'est que ces musées-là reçoivent énormément de donations. Je pense que c'est la même chose au musée du Louvre ou, par exemple, à la BNF où il y a beaucoup de personnes qui veulent donner des choses et c'est pas toujours dans le meilleur des états, quoi. Ou alors des objets qui ont été acquis il y a plus de 100 ans, qui sont restés dans les réserves, qui n'ont jamais été demandés. Le sujet ne convenait pas aux expositions que les précédents conservateurs voulaient faire, donc ça reste en l'état. Personne ne s'en préoccupe, et puis du coup, on n'est pas trop sûr de l'état, quoi. D'où le recollement décennal. Je sais pas s'il y a quelque chose comme ça en Angleterre, mais bien évidemment, on essaye de faire en sorte qu'on sache ce qu'il y a dans nos collections. Vaut mieux. Ouais, et parfois, je pense qu'il faut attendre aussi le retour sur le devant de la scène d'un artiste oublié ou des choses comme ça pour qu'on s'intéresse à un ensemble. Tu veux nous parler justement donc du British Museum où tu travailles ? Tous les feux des projecteurs en ce moment. Non, mais en fait, je travaille au British Museum parce qu'il y a un atelier qui s'appelle le Hirayama Studio, qui a été financé par la fondation Hirayama. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Iko Hirayama, c'est un survivant d'Hiroshima qui s'est spécialisé sur la route de la soie. Il était lui-même peintre et sa fondation donne toujours beaucoup d'argent pour
la conservation-restauration des œuvres japonaises en dehors du Japon. Donc ça, c'était la base. Mais aussi d'autres projets. Il me semble ils ont financé des projets en Égypte, par exemple. Donc c'est une grosse fondation. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est que il y avait déjà un atelier qui existait au British Museum depuis plusieurs décennies, mais c'était dans un immeuble. C'était pas, enfin une partie du musée, c'était pas non plus super. Et il s'avère qu'il y avait une partie du musée qui était accessible et ils ont financé la rénovation et la mise en place d'un atelier traditionnel japonais. Donc du coup, c'est des tatamis sur le sol, c'est des tables basses comme au Japon qui facilitent au doublage des œuvres, un des processus clés de la restauration de peinture japonaise, on y reviendra éventuellement. Et donc, cet atelier-là, construit comme un atelier japonais, est unique en Europe et au monde. Enfin, unique, oui, non, il y a un autre atelier privé à Leiden avec les anciens chefs d'atelier de l'Hirayama, justement. C'est aux Pays-Bas, Leiden, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est un atelier privé qui fait partie du musée ethnographique de Leiden, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, eux, pareil, c'était à la base créé par Philip Meredith, qui est ensuite parti à Boston et qui est maintenant retraité. Enfin, bref. Celui du British Museum est un peu plus grand et c'est surtout qu'on a une grosse hauteur sous plafond, ce qui est vachement utile quand on travaille sur des grands formats. Et pourquoi du coup la naissance d'ateliers spécifiques japonais, des tentatives à Leiden et un installé au British Museum? Quel est l'intérêt en fait d'un atelier particulier? Alors ça c'est une très bonne question et c'est une question que je me suis souvent posée. L'intérêt, alors déjà l'intérêt, juste pour mettre un peu le contexte, les peintures asiatiques en Occident sont les seuls objets de musée qui ont un atelier dédié pour la conservation-restauration. C'est-à-dire qu'au British Museum, il y a l'Hirayama Studio, et ensuite il va y avoir un atelier pour les œuvres occidentales sur papier et parchemin, etc. Il va y avoir un atelier pour tout ce qui est organique, et donc ça regroupe énormément de choses. Tout ce qui est textile, tout ce qui est mobilier, un atelier pour tout ce qui est céramique, glace, céramique, verre et métal, qu'il soit contemporain ou Moyen-Âge ou Antiquité, etc. Et un atelier pour les sculptures. Et donc ça va être un peu pareil partout dans le milieu occidental en fait, que ce soit en Europe, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a que pour les peintures asiatiques, il y a un atelier dédié. J'ai toujours trouvé ça fascinant du reste. Une des raisons, c'est à mon avis parce que la restauration de peinture en Asie notamment, c'est des histoires de centaines d'années. Ça a commencé très tôt avec le montage des peintures pour des processions religieuses, les manuscrits, donc les rouleaux horizontaux écrits par les moines qui eux-mêmes montaient leurs rouleaux. Et ça s'est un peu développé comme ça, un peu comme en Occident où les marchands sont devenus aussi une caste très importante. On a un peu la même chose au Japon. Les maisons s'agrandissent et la peinture qui était à la base religieuse entre dans le domaine profane. Et du coup, il y a plus de demandes de peinture et forcément, puisque les peintures sont sur papier ou soie, elles ont besoin d'être montées. Du coup, il y a une grosse demande de montage. Le problème du montage, c'est qu'il est éphémère dans le sens où généralement, ça dure une centaine d'années. Quand je parle du montage, on a une peinture sur soie ou papier qui va devoir être doublée. Donc, c'est-à-dire qu'on va coller une feuille de papier au verso pour la renforcer parce que sinon c'est trop fin. Et avec plusieurs couches de papier, et puis on va mettre, dans le cas des rouleaux par exemple, on va mettre des morceaux de soie tout autour et on va créer un rouleau. Sauf que ça, donc le rouleau, il est déroulé, enroulé, déroulé plusieurs fois en fonction des saisons. Et du coup, il va s'abîmer, du coup, va falloir remonter. Donc, c'est comme ça que ça s'est un peu mis en place. Donc, il y a cette tradition très importante. Et puis, les Occidentaux ont commencé à
à collectionner un peu les peintures asiatiques. Ça fait déjà quelques temps, mais après, par exemple, dans le cas du Japon, quand le Japon s'est ouvert aux Occidentaux au 19e siècle, il y a eu un gros boom. Il y a beaucoup de collectionneurs occidentaux qui ont récupéré des peintures, qui les ont mises dans les collections. C'est le cas de Guimet, par exemple. C'est le cas de Charles Langfreer aux États-Unis. C'est le cas de Anderson, qui était un chirurgien, qui est parti au Japon et qui a fait collectionner, qui a amassé une grosse collection et qui les a données au British Museum à la fin du 19e siècle. Du coup, on a toutes ces peintures asiatiques dans les collections et on ne sait pas trop comment s'en occuper. Déjà, on ne sait pas comment les exposer. On essaye de les traiter un peu comme des peintures occidentales. Bon, des fois ça passe et puis les 3/4 du temps, ça passe pas du tout. Et il y a certaines personnes qui, à mon sens, ont eu un peu cet éclair de génie de se dire que on va peut-être demander à des Japonais savoir comment ils font. J'ai rêvé d'un Japon unifié, d'un grand pays fort, indépendant et moderne. Et maintenant, nous avons des chemins de fer, des canons, des habits occidentaux. Mais nous ne pouvons oublier d'où nous venons, ni qui nous sommes. Donc ça a un peu commencé au British Museum avec Lawrence Binyon. Et puis il a rencontré des Japonais lors de l'exposition universelle. Il y avait une exposition du Japon à Shepherd's Bush dans les années, que je dise pas de bêtises, est-ce que c'était 1912, 1913 ? Je suis pas sûr de la date. Mais donc du coup, il y a ces échanges qui se sont mis en place au début du XXe siècle, et puis ça a continué. Et puis dans les années 80, Paul Wills est revenu du Japon, par exemple, pour le British Museum, et puis il a monté cet atelier. Il s'était formé au Japon, lui, et puis il a intégré cet atelier au British Museum, et puis ça s'est développé pour devenir ce que c'est aujourd'hui, donc l'Irayama Studio. On observe que tu as un objet, comme tu le décris, un objet qui est mobile, presque comme un livre, même pour des œuvres d'art, comme nous, on les voit en Occident. C'est comme si on devait réfléchir à enrouler une gravure, et puis la dérouler et l'enrouler. C'est exactement ça. Alors du coup, pour les personnes qui ne sont pas vraiment au fait de la peinture japonaise en général, donc la peinture japonaise, il y a l'estampe japonaise qui est une autre chose, on peut en reparler après, mais donc la peinture japonaise, généralement, c'est 2 grosses familles de présentation. Donc il y a les rouleaux et puis il y a tout ce qui est monté sur panneau. Donc dans les rouleaux, il y a le rouleau vertical. Donc comme son nom l'indique, on va l'ouvrir comme ça, il va se dérouler verticalement et généralement on l'accroche dans la maison ou dans un monastère si c'est une partie religieuse, etc. Et on l'accroche que pour un temps donné. Donc ça peut être pour une saison, ça peut être pour une cérémonie particulière, voilà, c'est l'accrochage est éphémère. Et du coup après quand on a fini, on le renroule et puis on réserve et puis on en met un autre. Et du coup, il y avait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y avait cette demande d'avoir plusieurs rouleaux à la maison aussi. Donc ça c'est une chose. Ensuite, il y a le rouleau horizontal qui lui est plutôt comme notre codex occidental, où c'est pour les histoires. Donc on va le lire de droite à gauche, d'en haut, du haut vers le bas, et donc on va le dérouler à largeur d'épaule et on va lire l'histoire. Alors donc ça peut être de la calligraphie, ça peut être je pense que beaucoup de personnes sont faites du Issei Monogatari par exemple, qui est une des histoires un peu très reconnues mondialement, une histoire japonaise. Donc voilà, donc on va lire les histoires, va y avoir des peintures éventuellement, pas toujours, ou alors ça peut être que des peintures. Donc voilà, donc ça va se dérouler, puis au bout d'un moment on arrive à la fin et puis on le renroule. Voilà. Ensuite on a les panneaux, donc les paravents généralement en nombre pair, ça peut être 2, ça peut être 4, ça peut être 6, ça peut être 8. Et donc les paravents, eux, étaient ouverts dans une pièce pour délimiter l'espace. Donc ça peut être, parce que oui, ça peut être autour de nous et généralement donc on est sur tatami pour le rappeler, donc on va être assis sur nos genoux en position seiza pour ceux à qui ça parle.
Ou alors si on est un peu plus décontracté, etc., entre copains, on a les jambes croisées. Bref, mais du coup, on a le visage, on est vraiment dans le paravent. Le paravent, c'est sur des paravents de taille normale, généralement, on est sur 1m70, quelque chose comme ça. Et donc, on est vraiment dans cet univers du paravent avec c'est soit des peintures un peu, des scènes de la vie, etc. Et donc, on est vraiment dans cette petite bulle. Donc, ça peut être ça peut être les portes en papier, donc qui s'ouvrent dans les châteaux ou dans les villas ou dans les maisons. Donc ça peut aller du dessin à l'encre de Chine très épuré, très énigmatique, à beaucoup de feuilles d'or, notamment dans les châteaux parce que ça renvoyait la lumière. Donc ça donne un peu plus de luminosité à la pièce. Il y a ça, et puis après il y a juste le panneau simple, le Fusuma. Donc voilà, donc ça c'est un peu les catégories de peinture. Description de auteur d'art, comme tu dis, ça me donne envie alors sûrement de faire un gros raccourci, mais pour expliquer le fait qu'il y a une passion de la bande dessinée en Asie, t'as ce côté univers très imagé partout, on a un peu cette idée-là. Oui, la bande dessinée, ça vient aussi parce ils avaient des artistes un peu fous quand même. Tout le monde connaît Hokusai, c'est pas le seul. Puis je pense qu'il y a aussi avec l'imaginaire et puis avec les yokai, avec les démons, etc. Ils ont un univers, les Japonais, entre autres, et puis aussi en Asie, mais très créatif, et notamment dans le dessin. Et il y a tout un tas de trucs. Enfin, je trouve que les mangas, ça vient forcément de ça. Quand tu vois qu'il y a une peinture qui représente des batailles de prout, tu vois. Enfin. L'air perce un papier, c'est intéressant de le préciser. Oui, non, mais du coup, ouais. Culture papier. Je trouve ça intéressant, ce paradoxe, finalement, où tu expliques que le mouvement de l'œuvre, le roulement, littéralement le roulement d'œuvre, genre roulement plus changer les œuvres, est là pour protéger l'œuvre. Oui, tout à fait. En Occident, on revient à ça, de faire tourner les œuvres, mais finalement, elles restent à plat, ce qui est plus favorable à la conservation. Donc, t'as un peu des mentalités là-dessus aussi. Totalement différent. Ouais. Et est-ce que tu penses du coup donc, que cette arrivée d'ateliers asiatiques, en tout cas japonais en Angleterre, c'est lié à l'histoire du Japon aussi qui s'ouvre sur l'Occident ? C'est une bonne question. Je pense que, comme toujours, c'est une question de timing. Tu vois ? J'avais fait des recherches, mais je pourrais pas te dire vraiment en détail, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je sais que par exemple, Paul Wills était à Kyoto et il s'est formé. Il avait notamment rencontré Marie-Christine Nsayan qui avait ensuite enseigné à l'Institut national du patrimoine, qui elle par exemple elle était dans une école d'art et ils se sont rencontrés, puis du coup il l'a un peu formé, il l'a un peu introduit dans l'atelier. Et puis après il est rentré et du coup je sais pas exactement comment ça s'est fait, mais je pense que c'est comme tout dans ce milieu-là, du reste pour les occidentaux, comme moi, c'est toujours une question de timing. C'est aussi que la fondation Hirayama est venue dans les années 90 et puis elle a offert quoi. Et le musée a eu la bonne idée, si je puis dire comme ça, si je peux me permettre de le dire, la bonne idée de dire oui, tout simplement. Non, t'as raison, c'est pas toujours le cas et ouais, ça arrivait au bon moment. C'est pas toujours le cas, ça n'a pas été le cas partout. Voilà. Et donc tu travailles avec des Japonais, et le pourcentage entre guillemets dans l'atelier, c'est quoi ? Alors du coup, ma chef directe, on va dire, donc ma line manager, c'est aussi ma professeure, c'est Kyoko Kusunoki, qui est japonaise, donc qui s'est formée à Nara. Donc j'apprends avec elle. Okay. Elle est super professeure qui prend beaucoup de temps et d'énergie à m'apprendre le métier. Et par ailleurs qui du coup avec qui on gère les rotations de galeries japonaises, enfin tout le reste. Mais dans la semaine de travail, il y a une partie de la semaine de travail qui est dédiée à ma formation, où elle prend le temps de me montrer, on fait les choses ensemble, où là je commence à avoir mes projets à moi, où du coup on discute de ce que je dois faire, etc. Et puis elle est toujours là pour m'aider, pour m'encadrer. Et du coup l'idée c'est que j'apprenne et que éventuellement, bien sûr, au bout d'un moment je devienne autonome. Voilà. Ensuite, on a Madame Chu, Jinjen Chu, qui est là depuis 1987 ou 88.
qui du coup elle vient de Shanghai et elle travaille au musée, elle gère toute la collection chinoise en gros, et puis elle a aussi travaillé sur la collection coréenne, et elle a 2 assistantes, Valentina Marabini qui est là depuis 2002, qui s'est formée en Italie et qui travaille avec elle depuis, qui se forme au montage, donc comme moi, mais 15 ans plus tôt, elle se forme du coup au montage des peintures chinoises. Toi, ça fait combien de temps ? Moi, je suis là depuis 2017. Donc Okay. juste après le diplôme. Du coup, et Carole Weiss, qui est aussi une assistante, qui aussi apprend le montage de peintures chinoises. Et on a eu une collègue qui d'ailleurs s'est formée en France, Meijong Kim Marandé, qui a été sur un projet de 5 ans et qui a énormément travaillé sur les peintures coréennes, mais qui malheureusement est parti. Le projet s'est terminé. Donc pour l'instant, il y a que nous. Et en parallèle de ça, on a une galerie d'art islamique, où on fait des rotations aussi. Et du coup, moi j'aide là-dessus. Et Carole aide, elle, sur l'Asie du Sud. Donc tout ce qui est tanka, etc. C'est intéressant justement que tu aies fait cette petite mention de « Ah, on a avancé dans la formation ». Parce que tout à l'heure, tu as bien parlé au présent, en fait, en disant « Kyoko m'apprend ». Et du coup, si on prend le podcast comme ça en plein milieu, on se dit « Ah, mais t'es étudiant ». Donc ça, je veux bien que t'en parles. Je suis toujours étudiant, en fait. Mais, bon, je vais dire un truc bateau, hein, mais je pense que de toute façon, dans le milieu, on est étudiant jusqu'au bout. Ouais. Parce qu'on apprend toujours, on apprend sans arrêt. Si on arrête d'apprendre, on devient des fossiles, même après 5 ans d'études, et puis on sait plus rien faire, parce que on a la chance d'être un peu lié aussi aux sciences, et du coup, on a des recherches, on a des doctorants aussi en conservation-restauration en France. Donc, la pensée, les pratiques évoluent sans arrêt. Donc, si nous, on suit pas un peu, de toute façon... Mais c'est marrant, parce que donc, t'as commencé par cette histoire de fabrication de colle d'amidon. Pour la précision, tous les conservateurs, restaurateurs qui sont dans la spécialité art graphique, comme toi, comme moi, on sait préparer la colle d'amidon, mais cependant... en commençant cet épisode... est-ce qu'on s'est vraiment préparé la colle ? Non, mais voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En préparant cet épisode avec toi qui est dans cet atelier, je me rends évidemment compte que j'ai tout à apprendre. Je connais quelques noms de papier, mais voilà. Tout le monde utilise la colle d'amidon, et puis c'est surtout qu'en fait, il y a plein d'usages en fait différents. Nous, on fait du doublage, on a besoin de quelque chose qui reste quand même assez flexible. On colle du papier japonais avec du papier japonais. Donc le papier japonais, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est à base de mûrier à papier japonais, donc le kozo. Et on colle des feuilles de kozo, voilà, on colle de la soie avec du papier. Mais il y a des centaines d'années d'expérience en fait là-dessus. Sauf que dans le milieu occidental, c'est toujours différent. Donc, et bien évidemment que tout le monde ne va pas préparer la colle comme on la prépare. Et ce serait une erreur d'ailleurs. Et tout le monde ne va pas utiliser, je pense, même le même degré de raffinage de l'amidon. Parce que je pense que ça aussi, ce serait une erreur. Donc voilà, il y en a qui préfèrent charger leur colle avec beaucoup d'amidon au niveau du ratio de base, qui aiment bien avoir un ratio assez important d'amidon par rapport à l'eau, parce qu'ils pensent que ça la fait plus compact, etc. Nous, généralement, on est sur du 20%, quoi. 18-20%. Très Donc, typé. en opposition, on met très peu d'amidon, mais on le cuit pendant très longtemps. De cette sorte, on obtient vraiment une viscosité importante et un pouvoir collant assez important, et c'est ce qu'on recherche. Pour ceux qui nous écoutent, et parce que nous, on a cette colle d'amidon tout le temps dans l'atelier, alors sous 40 000 formes différentes, et je pense qu'il n'y a pas 2 fois la même colle d'amidon d'un atelier à l'autre, mais pour se donner une petite idée, ça ressemble un petit peu à une boule de mochi ou à l'eau égouttée du riz, en fait. C'est ça l'amidon. C'est ça. Alors, généralement, oui. Puis alors, du coup, tu parles du riz, c'est marrant ça, parce que y en a qui disent que l'amidon de riz, ça colle plus fort. Du coup, ils préfèrent utiliser l'amidon de riz, mais généralement, c'est l'amidon de blé qui est utilisé. Et donc, si les gens ont envie de faire une expérience chez eux, ils prennent de la farine de blé dans leur placard, ils font une boule avec de l'eau, une boule assez compacte. Et une fois qu'ils ont cette boule-là, ils vont la malaxer sous l'eau courante, et puis ils vont récupérer l'eau, du coup. Il faut récupérer l'eau en dessous, donc on a un récipient, on a l'eau, on a la petite boule de farine de farine et d'eau qu'on a fait, et ça je l'ai fait pendant le confinement. Du coup, je peux vous assurer que ça marche.
la pureté, après, ça reste à voir. Mais et donc, on la malaxe. Et en fait, en malaxant, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare la protéine, donc le gluten, de l'amidon. Et donc, l'amidon est emporté par l'eau. Et du coup, on récolte ça. Je crois qu'il faut le faire bouillir, il faut faire réduire l'eau. Et après, on le fait sécher. Et donc, on obtient cette poudre blanche qui est donc l'amidon. Et après, une fois que ça a été fait, en la remélangeant à l'eau et en refaisant un choc thermique, donc par la cuisson, on va créer la colle. Mais c'est principalement, nous on n'utilise que de l'amidon de blé. Mais vous avez sûrement beaucoup plus de recettes qu'on a en France dans les ateliers. Bon, on a un fournisseur et on fait toujours la même. Sauf si on fait de la colle vieillie de 10 ans, et ça c'est encore une autre histoire. Et tu vois, c'est intéressant parce que j'arrive avec mon biais en me disant, ah là là, t'as Kyoko d'origine japonaise, et du coup vous devez avoir 40 000 secrets, alors qu'en fait, pas forcément, on revient toujours à ces choses qui fonctionnent et qu'on réutilise finalement au quotidien, les meilleures techniques, quoi. Tu sais que ça marche, tu l'utilises, quoi. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Ça revient à la tradition de la restauration en Asie, du coup. Ouais. Et il y a d'autres choses, justement, il y a d'autres accessoires ou des choses qu'on connaît pas bien ou qu'on croit connaître, nous, en France, mais en fait, non, on les connaît pas bien. En fait, mais je crois que ça, c'est aussi parce que nous autres conservateurs-restaurateurs, on est un peu des maniaques des objets. Et du coup, bon, bien sûr, il y a le papier. Il y a plusieurs types de papier, déjà. Je vois souvent des collègues qui veulent acheter des papiers qu'on utilise pour le montage des rouleaux et qui veulent absolument les avoir alors qu'ils en auront aucune utilité. Bon, ça c'est quelque chose. Non, sinon c'est les brosses, enfin ce qu'on appelle brosses en français. Donc dans le processus de montage des œuvres, on utilise de la colle d'amidon, on utilise différents types de papier et on utilise pour créer le lien entre le papier, les différentes couches de papier de soie avec la colle d'amidon, on utilise différents types de brosses. Des brosses avec des poils de chèvre, des brosses avec des poils de cheval, des fils d'écorce. D'écorce, ah ouais. Voilà. Je le connais pas. Donc uchibake, par exemple, donc qu'on utilise pour taper, ou la nadebake qu'on utilise pour appliquer le papier, pour brosser le papier. Ça, c'est alors c'est hemp. Comment on dit hemp en chanvre, français? du chanvre. Chanvre. Donc c'est l'écorce de chanvre. D'accord. C'est pas chanvre? Non, c'est pas hemp. Attends. T'es sûr? Qu'est-ce que c'est? T'en bouge pas. Je l'ai quelque part. Je reste là. Hemp palm. Tu vois, c'est pas vraiment... Ah oui, non. Qu'est-ce que c'est le Indonesian? C'est pas la brosse un peu marron rousse, là? Un peu raide? Non, c'est ça. Ah, je croyais que c'était des crins. Donc en fait, c'est un palmier. D'accord. Donc c'est l'écorce de palmier qui est utilisée. Donc c'est des fils plus ou moins rigides. Généralement, plus la couleur est foncée, plus c'est rigide. Plus c'est marron clair, et plus c'est souple. Oui. Voilà. Et le tamis aussi. Le tamis en crin de cheval, effectivement. Donc le tamis sert à... Une fois qu'on a... Donc comme tu disais, on a cette espèce de texture de mochi, un peu de colle compacte, qu'on ne peut pas utiliser telle quelle. On est obligé de la passer au tamis pour la rendre plus souple, plus soyeuse, et ensuite on va la diluer à l'eau. Et donc le tamis, donc soit c'est un tamis en soie, soit c'est un tamis en crin de cheval. Ouais. Et tout est fait à la main au Japon. Ouais, alors voilà où on achète tout ça finalement. Alors, on achète ça soit au Japon, soit par des revendeurs qu'on trouve en Occident, qui eux se fournissent directement, qui ont leur contact en fait. Est-ce qu'il y a un marché suffisant justement pour ce genre de choses? Genre en Asie, je me rends pas compte du nombre d'ateliers qui restaurent, etc. Nous, on travaille en collaboration avec l'Association pour la conservation des trésors nationaux, qui regroupe 11, 12... peut-être 13, je sais plus, 13 ateliers de restauration de peinture seulement. Donc je suis que pour les peintures ou d'archives. Ces ateliers sont en moyenne, quoi, 20 à 30 employés. Et donc eux, ce sont seulement ceux qui travaillent sur les trésors nationaux. Sachant qu'ils ont aussi généralement leur atelier privé. Ce sont des ateliers privés qui sont implantés dans les centres de restauration, mais qui travaillent pour les musées et pour les collections privées aussi. Donc ça déjà, ça fait déjà un bon petit paquet. Ensuite, il y a des ateliers
d'autres ateliers privés qui sont dans d'autres associations. Il y a des ateliers privés qui ne sont pas dans des associations. Et donc, il y a beaucoup de monteurs. Et donc, il y a ceux qui font de la restauration, non seulement, et puis il y a aussi ceux qui font du montage, parce qu'il y a toujours, mine de rien, même si, bon, les goûts ont un peu évolué, il y a toujours des personnes qui font du montage d'œuvres contemporaines pour, comme nous, on aurait un encadreur, et ben, on a des monteurs au Japon qui travaillent toujours avec des œuvres contemporaines aussi. Mine de rien, il y a de la demande. Malheureusement, pas assez de demande pour qu'il y ait toujours beaucoup de fabricants. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui se perd un peu. Même si le Japon est très réputé pour la préservation, on parle souvent des trésors nationaux, des trésors vivants, etc. Ils ont fait tout un travail pour préserver, et je pense que c'est un peu les précurseurs aussi de la préservation de tout ce qui est tangible et intangible. Et donc, non seulement on préserve les œuvres, mais aussi on préserve un savoir-faire, on préserve des techniques, on préserve des techniques via un groupe d'individus ou via une personne individuelle. Et donc, on essaie de préserver et on essaie de faire en sorte que ces personnes aient des apprentis, comme ça se faisait avant, sauf que ça se fait de moins en moins parce que les jeunes sont de moins en moins intéressés, tout simplement. Et donc, du coup, il y a de moins en moins de personnes qui se forment, qui sont là pour reprendre les ateliers. Et on a des métiers qui disparaissent, quoi, malheureusement. Et du coup, un jour, on va se retrouver et alors c'est vrai que déjà les brosses sont faites à la main, donc elles sont pas données, mais ça c'est dans un sens c'est normal parce que quand tu réfléchis à tous les métiers qui sont mis en avant, qui sont nécessaires à la fabrication d'une seule brosse, par exemple le crin de cheval, on utilise juste pour une brosse, on va utiliser un cheval et donc on utilise le bout de la queue. Et ça, c'est une seule fois. Ça repousse pas, en fait. Le bout n'est jamais le même. La personne qui fabrique les peigne pour peigner les poils, pour faire la brosse. Il y en a plus qu'un fabricant qui fait des peignes comme ça. Okay. Au Japon. Ensuite, le bois, parce que ce sont des manches en bois. Donc, il y a la personne qui s'occupe du bois. Mais ça, c'est les cas partout. Mais sauf qu'en fait, le problème, c'est que une fois qu'il y a un de ces artisans qui disparaît et que c'était le seul, tout le système se casse un peu la figure, quoi. Et donc, c'est ça, ils ont fait un gros travail, ils le font toujours et ils essaient de préserver ça aussi. Mais là, on retrouve bien ce système de confrérie dont tu parlais justement, du fait qu'il y a vraiment cette tradition de l'artisanat au Japon, quoi, avec tout s'enchaîne. Oui, il y a confrérie, puis après, il y a vraiment comme nous, on a les monuments classés et monuments historiques, etc. Eux, ils ont fait pareil avec les individus et avec les techniques. Et donc ça, c'est au niveau national, quoi. C'est plus une histoire de confrérie, c'est vraiment, il y a une liste, il y a une sorte de diplôme, qui est remis. C'est contrôlé, c'est régulé, etc., quoi. Ouais, comme les maîtres d'art en France, je pense, on a quelque chose de relativement similaire, à mon avis, mais. Oui, c'est exactement ça. Tu le ressens, toi, dans la pratique de l'atelier, est-ce que tu ressens la différence, donc, avec les pratiques occidentales, ou la frontière, justement, un petit peu entre artisanat aussi et restauration, conservation-restauration? Est-ce que je la ressens? C'est-à-dire que je me suis formé aux œuvres occidentales et aux livres, mais j'ai l'impression que je fais quand même... Maintenant, j'ai toujours cette valise avec moi quand je pars travailler, mais je fais quelque chose de totalement différent au final maintenant. Je trouve les 3 quarts du temps, enfin, quand je fais du montage du reste, quand je travaille sur des œuvres, sur des estampes, sur des miniatures perses par exemple, ou moghols, etc. Là, je suis plutôt sur la casquette conservateur d'œuvres graphiques. Oui. Je pense que ce qui est bien à l'atelier et au British Museum, c'est que du coup, on est facilement en contact avec nos collègues et on arrive plus facilement à mélanger en fait les pratiques. D'accord. Donc, moi, j'apprends le montage et comme il se fait au Japon. Mais pour autant, si à un moment je me nique dans ma restauration de peinture, il y a un truc que j'ai appris à la fac ou il y a quelque chose qu'un collègue dans notre atelier a fait et je pense que ça va exactement me servir et ça va être juste tip top, je vais en parler à Kyoko, par exemple, et éventuellement, si ça convient, on va l'utiliser. On n'a pas nos petites œillères là, on fait que du montage traditionnel, non, pas vraiment.
On utilise des nanogels, par exemple. Enfin, tu vois, on évolue. Si t'évolues pas, de toute façon, ça... Il y a cette évolution aussi au Japon, tu dirais, ou c'est le fait d'être dans un atelier hybride comme ça? Je pense qu'il y a une évolution. Et notamment, par exemple, je pensais au Japanese Paper Course qui est organisé par l'UNESCO et l'ICROM, que j'ai eu la chance de faire en 2019, où du coup des restaurateurs, des conservateurs-restaurateurs, des conservateurs, des libraires peuvent demander à intégrer ce cours. Donc c'est au Tobunken, ce centre de recherche de conservation-restauration qui est à Tokyo. Et ils expliquent vraiment que pour eux, c'est aussi de continuer cette discussion Orient-Occident et pour vraiment continuer à mélanger. Et pour eux, c'est pas seulement pour permettre à 15 participants d'avoir 3 semaines de vacances au Japon où on apprend des trucs, c'est super cool. Non, mais c'est magique, hein. Enfin, c'était génial. Mais c'est pas seulement ça. Il y a aussi, l'idée, c'est de donner en retour, quoi. Et donc, il y a cette envie il y a toujours cette envie d'apprendre. Et puis c'est pas parce qu'on fait que du montage qu'on fait, on fait comme si, une seule technique. On fait de la même façon qu'il y a 300 ans, quoi. Les techniques ont évolué, des matériaux ont évolué aussi, et je pense que ils ne se privent pas d'utiliser quelque chose qui viendrait de la restauration d'œuvres graphiques occidentales, si ça peut faciliter un traitement, déjà de base, et puis après, d'un point de vue déontologique, c'est est-ce que si ça me permet de traiter l'œuvre d'une meilleure façon, d'être plus safe, tu vois. Est-ce que du coup, tu voudrais nous donner même un cas pratique, justement, une expérience qui t'a marqué, un traitement ou un voyage? Beaucoup. Non. Alors du coup, expérience, voyage, c'est mon premier voyage au Japon. Et Dieu sait que j'en ai rêvé de ce premier voyage au Japon. Enfin, Dieu. Bref. Bouddha. Du coup, c'était octobre 2018. 2-3 mois avant, je venais d'avoir un contrat permanent parce que j'ai commencé avec un remplacement congé maternité et du coup, après un an, j'ai postulé et j'ai eu la chance d'avoir un contrat permanent. Et donc, 3 mois après avoir signé le contrat, on partait pour 2 semaines et demie à Kyoto parce que on travaillait à ce moment-là sur deux paravents. Et du coup, vu qu'on les remontait, il fallait qu'on ait de nouvelles structures en bois qui sont l'essence, le squelette en fait des paravents. C'est une structure en bois sur lesquelles on va coller plusieurs couches de papier. Vu qu'on a besoin aussi d'un menuisier en fait pour que ce soit bien droit, etc. Ça bouge un peu quand on colle le papier. Et ben c'était plus simple de le faire au Japon. Et du coup, je suis parti au Japon avec Kyoko pendant 2 semaines et demie, et puis c'était une révélation au niveau du travail, et puis c'est surtout que j'ai été introduit à des papetiers, à des menuisiers qui font les boîtes en bois, en paolonia, et j'ai été introduit parce que donc c'était par Okasan, qui est en gros le chef de la maison et de l'atelier Okabokodo, qui est un atelier de montage à Kyoto. Et je pense que l'idée, c'était pour moi qui commençait en tant qu'apprenti, qui rentrait dans le milieu, qui avait une idée de ce que j'allais faire, de ce que j'allais apprendre. Il voulait que je comprenne d'où venaient les matériaux et tout ce que je faisais, tout ce que j'avais à l'atelier qui est genre juste magique, et il voulait que je comprenne d'où ça vienne. Et il voulait que je comprenne aussi la difficulté pour eux de continuer à pouvoir produire le papier, par exemple. Donc, on est allé à Yoshino, ils font 2 types de papier des 2 côtés de la vallée. Donc, il y a le misu qui est qui est donc du kozo, qui est mélangé avec du carbonate de calcium qui vient de la poudre de coquille d'huître ou de coquille Saint-Jacques. Et de l'autre côté de la vallée, c'est le Uda, donc qui est utilisé pour les dernières couches des rouleaux. Et donc ça, c'est mélangé avec du kaolin. Mais donc, voilà. Et donc, on m'a emmené un peu dans tous ces endroits. Et moi, j'étais là en mode, c'est magique, mais c'était vraiment pour me dire, tout ce que tu utilises là, il était là. Et j'ai même essayé j'ai essayé de faire du papier plus ou moins bien. Et en rentrant, il m'a dit, c'était pas que pour le fun, c'était pour que tu comprennes que la prochaine fois que tu prends une feuille de papier dans l'armoire,
et que tu vas la coller sur une œuvre, tu sais d'où elle vient. Et ça, c'est touchant, en fait. Moi, ça m'émeut encore, en fait, parce que avant ça, j'étais un étudiant qui venait de commencer à travailler. Bon, j'utilise du papier comme on utilise du papier. Bon, enfin, je parle du Japon, là, les gens vont me dire, oh, mais tu faisais pas... Alors, quid du papier français? Je le respecte totalement, c'est juste que... Et j'ai rencontré des papetiers en France, mais je sais pas, ça a pris une dimension un peu particulière. Du coup, maintenant, quand je me gourre sur un doublage, etc., et que du coup, j'ai gaspillé une feuille, j'ai les boules, quoi. Je suis désolé de le dire comme ça, mais j'ai les boules. Voilà. Donc ça, c'était une expérience assez magique. On t'appelle Sotira-san, du coup? Non, est-ce qu'on m'a appelé comme ça? Non, je crois pas. Non, en général, puisque je suis occidental, on m'appelle par mon prénom. On t'a pas considéré, je me rends pas bien compte du coup de l'enseignement au Japon aujourd'hui pour la conservation-restauration, c'est de l'apprentissage des universités, est-ce qu'il y a des maîtres? Alors, il y a des formations universitaires, et notamment, il y a un enseignant qui s'appelle Keisuke Sugiyama, qui travaillait à l'Irayama Studio avant, qui enseigne au Japon, en université, donc à la restauration de peinture. Bien évidemment qu'on peut se former dans un cursus universitaire. On peut aussi se former à l'ancienne et aller toquer à l'atelier et essayer de se former. Bon, je sais pas vraiment si ça se passe vraiment toujours comme ça. Si on peut toujours toquer, venir toquer, etc. Certainement. Je pense qu'il faut parler japonais couramment, du reste. On a un confrère français, Johan, qui travaille à Kyoto et dans un atelier, justement. Il s'était formé un peu avant en Occident, mais mine de rien, il est venu toquer et puis il a dit « je suis intéressé ». Donc, pour suivre des personnes sur Instagram, par exemple, dans d'autres milieux, je vois qu'il y a un Français qui s'est formé pour faire des couteaux. Il y a une Allemande qui fait des bols et qui fait de la laque. Je sais pas comment ils sont formés, mais j'ai l'impression qu'ils sont allés toquer. Et puis, de toute façon, faut se montrer plusieurs fois pour montrer qu'on est motivé. Mais encore une fois, moi, je peux pas parler pour ces personnes parce que c'est pas comme ça que j'ai été introduit dans le milieu, en fait. Ça, c'était maintenant un confrère, Andrew, qui a travaillé à la Frère depuis très longtemps. Il est le chef d'atelier. Et il me disait, tous les Occidentaux qui font de la restauration d'œuvres occidentales, on est tous rentrés dans le milieu d'une façon totalement différente. Il y en a pas un qui a le même cursus. En France, aujourd'hui, on peut plus trop se dire conservateur, restaurateur ou même restaurateur en se formant juste aux côtés, entre guillemets. Il y a cet appel à passer sur les bancs universitaires aujourd'hui. Mais du coup, ça tombe bien si tu veux me parler du coup de tes débuts dans ce milieu et comment t'en es arrivé à traiter des œuvres orientales. Parce que je précise pour les personnes qui écoutent que enfin, on peut pas dire que ce soit rare, mais c'est pas du tout courant d'avoir vraiment une spécialité formée aux côtés de personnes d'origine asiatique. Alors non, du coup, je me sers de l'eau. J'ai soif. En Occident, donc par exemple dans mon cas en France, on ne se forme pas à la restauration des peintures asiatiques au sein des cursus de conservation. Pour la simple et bonne raison que les collections asiatiques représentent un pourcentage mineur, en gros, des collections que l'on va trouver en France. Donc, on se forme à la conservation-restauration de livres occidentaux et de tout ce qui est sur support papier ou carton ou parchemin, etc. Moi, je me suis formé à Paris 1 sous la direction de Claude Larocque, qui, par chance, elle était partie au Japon aussi un peu, et elle a établi des liens entre le Japon et la France. Il y avait des cours mis en place. Donc Claude a baigné là-dedans déjà pendant un bon moment, et puis ce qu'elle a appris, elle l'a mis dans son enseignement. Ce qui fait que elle nous a appris à utiliser les brosses, par exemple, ou certains papiers, etc. Donc on était un peu introduit à ça déjà à l'université. Bon, j'étais déjà passionné du Japon, mais ce qui m'a fait rire, c'est que le papier japonais, c'était un truc, pour le coup, moi, je m'y attendais pas trop. Je connaissais pas grand-chose à ça avant. Et quand je suis arrivé dans la conservation-restauration, je voyais papier japonais partout, les brosses japonaises, tout ça, ça vient du Japon, c'est génial. Et du coup, je me demandais un peu d'où ça venait quand même. Ouais, je trouvais ça marrant qu'on utilise à tout va du papier japonais. J'ai fait des restaurations de reliures en cuir avec du papier japonais avec Sébastien Gillot, que je salue.
si jamais ils nous écoutent. Mais du coup, c'était partout. Et du coup, je me suis un peu posé la question, bon, d'où ça vient? Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Et puis, tout simplement, je feuilletais les thèses de master des anciens élèves. Et puis, j'ai découvert l'atelier à Londres. Et je me dis, oh, il y a un atelier qui est dédié à la restauration de peinture asiatique. Mais alors, attends, c'est quoi la peinture asiatique, etc. Et puis, pour le coup, j'avais très peu de connaissances sur le sujet avant d'intégrer la conservation-restauration à Paris 1. Et tout ça, c'est venu pendant ma formation, quoi. Puis je me suis dit, bon, j'ai toujours aimé le Japon, ça m'a toujours intéressé. Et puis là, j'avais cette nouvelle passion, entre guillemets, de la conservation-restauration. Puis j'ai trouvé un moyen de mélanger les deux. Et je me suis dit, bon, on y va, quoi. J'ai fait mes recherches orientées tout au long de ma licence et de mon master. Et puis j'ai demandé à avoir un stage là-bas, quoi. Et j'ai eu la chance d'avoir un stage. Et puis après, j'ai été très chanceux dans le timing, comme je disais, d'avoir eu un boulot, quoi. Du coup, j'ai fait qu'un seul stage. J'ai fait l'IRM Studio. Enfin non, j'ai fait un stage chez Sébastien Gillot aussi, où on a travaillé sur des estampes japonaises. Après 2-3 jours de stage, c'est quand il y a eu les inondations à Montargis. Donc toi, t'es un étudiant, tu sais juste coller 2 papiers ensemble et enlever du scotch et tu vas aider à Montargis. Bon bref. C'est encore une autre histoire. En fait, je voulais faire un stage de restauration de livres et Claude m'a dit, je me souviens, elle m'a dit, et elle avait raison, et parce que d'autres m'ont dit dans le milieu, elle m'a dit, si tu veux faire de la peinture asiatique, tu fais que ça. Parce que sinon, les personnes, elles vont pas te prendre au sérieux. Personne ne va se prendre la tête à offrir un stage ou à former quelqu'un qui est pas forcément, qui est pas 100% là-dessus, parce que on me disait qu'éventuellement, il faudra partir au Japon pendant plusieurs années pour compléter l'apprentissage, parce que du coup, ça ne peut pas se faire en France. Soit tu y vas à 100% et tu sais qu'il y a de fortes chances que tu partes au Japon à un moment, soit tu y vas pas, quoi, parce que eux, ils vont perdre du temps, et puis bon, toi, tu vas peut-être passer du bon temps, mais au final, ça va t'égarer du coup dans une spécialité qui ne va aboutir à rien, et pas forcément t'aider pour la suite. Donc Claude m'a dit, c'est cool que tu as envie de faire de stage, en gros, mais si tu veux être sérieux sur la restauration de peinture asiatique, faut que tu fasses qu'un seul et que tu le fasses le plus longtemps possible, quoi. Et de septembre 2016 à février 2017, j'étais en stage là-bas. En gros, à part les 4 mois pour finir le master et écrire le mémoire, du coup, en gros, dans l'atelier, j'y suis depuis 2016, quoi, plus ou moins. Ça, c'est bon et c'est mauvais côté, je pense. Le mauvais côté, si je puis le dire, entre guillemets, c'est que, si tu veux, c'est un peu le Saint Graal, quoi. Enfin, au niveau de l'atelier, au niveau de le fait que je sois employé, que je sois en CDI, que c'est un atelier unique en Europe et au monde, que on se donne la peine de me former pendant que je travaille. Enfin, je suis très reconnaissant, mais c'est vrai que j'ai un peu commencé tout en haut, quoi. Après, au niveau de l'apprentissage, j'ai énormément de choses à faire. Je suis vraiment tout au bas de l'échelle, mais en termes de position et de évolution au sein de la conservation-restauration et en tant que conservateur-restaurateur, je pense que j'ai été mine de rien. J'en parlais avec mes collègues de promo. C'est vrai que j'ai eu cette opportunité où je suis arrivé directement dedans et je connais rien d'autre, quoi. Je vais pas le cacher, hein. Je pense que les auditeurs peut-être s'en rendent pas compte. Les 3/4, voire plus que les 3/4 des conservateurs-restaurateurs en France sont indépendants. T'en parlais dans ta vidéo avec Nota Bene, c'est répondre à des appels d'offres, c'est démarcher des privés, etc. Ça prend énormément de temps et d'énergie au sein de ton travail, quoi. Et du coup, c'est vrai que quand t'es employé, ça déjà, c'est des tracas auxquels tu ne penses pas. Et puis quand t'es dans un atelier comme celui dans lequel je suis, c'est un peu royal, quoi. Qu'est-ce que je préfère? Apprendre. Si j'apprends pas, je m'embête facilement, en fait. J'ai besoin de quelque chose de nouveau. Et du coup, c'est pour ça que je fais ce métier aussi. Moi, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui me dise aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait ça et comment on fait ça. Et du coup, c'est comme ça. C'est comme ça que je suis fait. La chose que j'aime le moins, la raison pour laquelle je me suis spécialisé aussi, c'est que j'avais pas envie de travailler sur des objets 2D, des estampes, des posters, etc., où c'est tout plat, quoi. Alors, c'est tout plat au niveau de la structure.
J'avais envie de travailler sur des mécanismes, donc c'est pour ça qu'à la base j'étais intéressé par les livres aussi. C'est parce qu'en fait j'aimais le mécanisme, j'aimais comprendre, il y avait toute cette 3 dimensions qui fait que c'est plus intéressant, il y a plus de contraintes, il y a plus de choses. Je suis pas en train de cracher sur ceux qui font du 2D, hein. Bien au contraire, je pense que c'est très bien je pense que tout le monde a sa passion, des passions différentes et il en faut pour tout et du coup je suis bien content de laisser ça aux autres. J'avais besoin de mécanismes et j'avais besoin de choses avec du mouvement dedans. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. J'ai aussi choisi pour ça des branches plus mécaniques. Ouais. J'ai aussi le 2D, c'est différent. Parenthèse, je considère que le dessin et la peinture sur papier est quelque chose de 3 dimensions, tu vois, donc c'est hyper personnel. Oui, je pense que du coup, si j'ai le droit de me corriger, c'est le mécanisme. Tu vois, le fait que ce soit roulé, etc. Et puis, dans les rouleaux, on utilise il y a le bois aussi, il y a les éléments décoratifs, il y a la soie. Justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? Est-ce qu'il y a une inspiration d'enfance ou pas du tout ? C'est une découverte en voyant quelqu'un ou... C'est marrant ça. Non, en fait, à la base, je voulais faire du design. Puis bon, j'ai essayé des trucs, j'ai fait mon stage de 3e dans une boîte de design, etc. Bon. Et puis ça m'a pas transcendé. Et puis un jour, je sais plus, je me suis dit, en fait, je suis pas bon à la création, ce qui est bon. Est discutable, je sais pas. Je suis pas bon à la création, je vais faire la conservation. Je me souviens l'avoir dit à ma mère, et je lui dis, je vais être conservateur d'œuvres. Elle me dit, mais tu sais ce que c'est, conservateur? Je fais, c'est celui qui travaille sur les objets, quoi. Enfin, j'avais jamais entendu parler du métier, et je me suis juste dit que si on avait des endroits où on entreposait des œuvres, il fallait forcément des personnes qui s'en occupent. Et du coup, ça, c'était mon raisonnement de base. Et je me suis dit, si je peux pas créer, il y a forcément un métier où on a besoin de personnes pour préserver ce qui a déjà été fait. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Génial, c'est hyper personnel, c'est cool. Alors, je vais te poser 2 questions et tu peux choisir celle que tu préfères. Donc, c'est des questions à réponse plutôt courte. Alors, tu dois soit convaincre le gouvernement que le patrimoine est la branche ministérielle où il faut investir. Donc l'État doit investir, c'est la branche la plus importante. Deuxième option, tu dois expliquer à Mr Bean qu'il ne peut pas faire ce métier. Comment tu lui expliques sans le vexer ? Je suis pas bon pour dire aux personnes sans les vexer. Du coup, ça va être le choix numéro 1. Pourquoi investir ? Pourquoi il faut absolument investir dans le patrimoine ? Par où commencer ? Je pense que le patrimoine, c'est ce qui nous fait en tant que civilisation, en tant qu'être humain. Ça nous permet de voir d'où on vient, ça nous permet de nous comprendre. L'être humain est tellement complexe, il y a tellement eu de créations diverses et variées qu'il faut absolument les préserver. Et puis, on l'a bien vu en Syrie, par exemple, c'est pas parce que un monument est stable dans le temps qu'il n'est pas à l'abri de destruction, ou bien on a des objets par des artistes qui ne sont pas du tout stables dans le temps et pour autant on aimerait bien les préserver. Mais après, c'est comme tout, c'est-à-dire que pour avoir des personnes qui sont formées convenablement avec les compétences, faut les former convenablement. Pour faire ça, faut mettre de l'argent dans les formations. Donc ça, c'est la première chose. Ça existe, hein, mais faut accentuer ça. Et puis après, faut donner les moyens aux personnes qu'on a formées de pouvoir travailler, de pouvoir faire leur travail convenablement. Ça passe par la protection du statut. Et ça t'en parlait dans ta vidéo avec Nota Bene. On va pas du tout sur une réponse courte, hein. Et surtout, avoir des employés dans les institutions, dans les musées, dans les bibliothèques. Je suis pas tout à fait au fait des chiffres, mais les restaurateurs d'œuvres graphiques et livres, ceux qui sont employés, on les trouve principalement dans les bibliothèques ou dans les archives, mais pas souvent dans les musées. Et je pense que c'est un gros problème en France. Ça l'est un peu moins, par exemple, en Angleterre, mais ça a un problème partout. Ça peut être comme au Japon où ce sont des ateliers privés qui ont un accord sur plusieurs années avec les institutions et qui travaillent au sein des institutions. Parce que le problème, c'est pas... Le problème, oui, bon, on a des conservateurs, on a des appels d'offres, etc. Mais sauf que ce qui est important, c'est que on est des personnes comme nous, par exemple, au musée. Si je veux, tous les jours, je peux aller en réserve. Les conservateurs m'ont dit, tu y vas quand tu veux, tu prends les clés, etc. Je suis pas au fait de des conditions de toutes les œuvres, mais j'ai la possibilité. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne peuvent pas faire. Et en ayant accès tous les jours, on a une meilleure idée de programmer un peu d'une meilleure façon le traitement des œuvres et la conservation préventive aussi. Donc voilà, c'est formation,
protection du statut, plus d'employés. Pourquoi c'est important? Parce que si on détruit toute la... Je me souviens d'une interview, je ne sais plus qui avait fait cette interview, mais il avait dit, si aujourd'hui on détruit toutes les fictions, toutes les œuvres, etc., dans 100 ans, on n'aura pas les mêmes. Si aujourd'hui on détruit tous les manuels de science, dans 100 ans on aura les mêmes parce qu'on aura la possibilité de les reconstruire de la même façon. Alors certes, on va avoir des sculptures en telle et telle pierre qui seront similaires parce que bon, on n'est pas débile, on va se rendre compte que c'est plus facile de graver dans du calcaire par exemple ou dans du grès que dans du granit. Bon, on va se dire que bon, on a quand même des pigments colorés, on va pouvoir les lier et on va pouvoir faire des choses avec. Super. Pareil, on va pouvoir faire du papier. On va pouvoir créer ces matières premières, mais le résultat à travers le processus d'artiste sera différent. Et sauf que du coup, si on préserve pas ce qu'on a déjà, et si un jour tout est détruit, ce sera perdu pour toujours, quoi. Et avec ça, grosse partie de l'histoire et de la compréhension de nos civilisations sur Terre, voilà. Mais sauf que si on veut que le cadre reste intéressant pour que un tel et un tel puissent faire des soirées ou puissent juste s'instruire, en fait. Et s'émerveiller. Le clip de Beyoncé est un très bon exemple de ce que tu dis. C'est que même quand on a les questions d'argent en tête, le musée revient, quelque part, l'art revient au devant de la scène, quoi. Je vais te poser une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose sur toi, genre vraiment personnel, un trait de caractère, une passion, un loisir, quelque chose où on s'y attendrait pas venant d'un conservateur-restaurateur, genre qui est aux antipodes de l'idée qu'on puisse se faire? Bon, il y en a deux qui me font rire parce que c'est des exemples où, donc un c'est l'escalade où on se dit mais pourquoi tu vas mettre tes mains dans t'esquinter les mains dans les rochers alors que bon t'en as besoin pour travailler. Bon ça c'est une chose. Après je crois ce qui me fait rire aussi c'est que j'écoute du métal, ça m'arrive. Yes, du coup voilà, à tous les copains qui nous écoutent. Non mais c'est juste que ça les personnes qui sont pas dans le métal je pense ne le comprennent pas mais il y a certains types de métal et notamment le black par exemple qui est très relaxant. Et moi, j'ai pas mal de collègues qui se sont moqués un peu de moi parce que, par exemple, j'écoutais du métal dans mes écouteurs quand j'enlevais un doublage sur une peinture du XIVe siècle. Et du coup, la disparité et l'opposition entre le côté très délicat et aussi l'atelier dans lequel on est où il n'y a pas de bruit, où c'est très peaceful, tu vois, il y a rien qui dépasse, c'est tout calme et moi à l'intérieur ça crie quoi. Mais voilà, je me concentre comme ça. C'est marrant comme tu viens juste de dire cette phrase, à l'intérieur ça crie. J'ai enfin trouvé comment expliquer pourquoi j'écoute aussi des musiques assez hard. Moi j'écoute beaucoup de stoner aussi ou de hard rock, donc des trucs qui partent très très loin, très fort et en fait ça fait battre le rythme cardiaque. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait ça me fait canaliser mon énergie en dehors de mes mains. Et du coup c'est ce qui m'aide à me concentrer et à stabiliser mon geste. Et je suis beaucoup plus précise avec quelque chose de vraiment très puissant qui bloque toutes mes énergies, enfin qui prend mes énergies en fait. Super, c'est intéressant ça. Moi, je crois que ça me... Je sais pas, j'aime bien le stoner, mais moi, c'est des trucs un peu plus du nord de l'Europe, un peu métal atmosphérique, black, etc. Et du coup, c'est très... c'est pas monotone, mais c'est un truc qui ronronne derrière, en fait. Et du coup, ça me met dans une bulle, je pense. Tout ce qui pourrait me distraire, en fait, ne me distrait plus parce que ça crée un truc et voilà. Un groupe à nous recommander pour qu'on voit un petit peu l'ambiance dans ta tête quand tu travailles? Non, ça, je sais pas si je peux. Non, les gens vont se foutre de moi. Mais c'est pas grave. Ça s'appelle Shilma Gognar et c'est du black atmosphérique et je pense que bon, ce sera pas la tasse de thé de tout le monde, mais pour une meilleure expérience, faut l'écouter avec des écouteurs, enfin un casque. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de conclure cet épisode? Est-ce que je vais ajouter quelque chose? En fait, merci de m'avoir invité. Et j'aurais dû le dire avant, en fait. Je trouve que c'est super parce que je te suis un peu sur YouTube et puis sur Instagram. Et puis j'ai beaucoup apprécié la vidéo avec Nota Bene aussi. Je trouve que c'était vraiment une belle vidéo pour
pour les personnes qui sont totalement en dehors, tous les profanes en fait, qui ne connaissent rien à la profession. Et du coup, voilà, je suis très content que tu aies pensé à moi et ça me fait plaisir. Et surtout que je suis pas le plus actif sur Instagram pour faire des photos de mon boulot, etc. Ça prend beaucoup de temps et toi-même tu sais, je pense. Et du coup, je trouvais que le podcast, effectivement, c'était une bonne idée pour en parler. Bah écoute, en tout cas, moi, je t'ai découvert sur Instagram il y a déjà un long moment. On se suit depuis longtemps. Et du coup, ça m'a donné envie de t'inviter. Donc, je suis super contente. Même si je poste pas beaucoup. Il y a 2-3 photos qui se courent après, je crois. Mais après, si les gens ont envie de voir un peu plus, on a des blogs sur le site du British Museum. Éventuellement, je pourrais peut-être te les envoyer si tu veux les mettre en description un moment. Parce que comme ça, les gens peuvent voir aussi des photos de l'atelier. Donc, ils comprennent un peu mieux de quoi je parle aussi quand je le décris. Et puis voilà. Super, on partagera tout ça en description de vidéo. Ça marche. Et bien encore merci, et puis à bientôt. Merci beaucoup, prends soin de toi, à bientôt. Pour information, le podcast est à présent disponible sur Spotify, mais vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube afin d'interagir dans les commentaires. Si vous appréciez le podcast Art Hacker, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon. Ça permettra par exemple d'acheter un deuxième micro afin d'avoir une qualité son optimale pour les 2 voix. Un grand merci de votre écoute et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode.